Ladies and gentlemen, give it up for Thierry Tachny. Here it is. C'est bien connu, je déteste la télévision. Avec son humour, le génial créateur de La guerre des mondes, Orson Welles, traduisait bien le côté addictif de la télé et l'annexion qu'elle ferait rapidement du temps des ménages. Cela fait bientôt 60 ans que la population mondiale passe un quart de son temps éveillée devant la télé et rien ne semble pouvoir affaiblir ce constat, du moins pas jusqu'à s'inquiéter de son efficacité. J'ai le privilège aujourd'hui de partager avec vous un certain nombre de constats et de réflexions. Je les tiens du passé professionnel que vous me connaissez et de mon passe-temps favori de veille stratégique que certains d'entre vous suivent sur Facebook ou sur Scoop.it. Le monde de la télévision est en mouvement, un mouvement qui semble amorcer un bouleversement majeur, une révolution. En quelques mois à peine, bien que très solide, le modèle de la télévision linéaire semble avoir vieilli de 20 ans. Il est attaqué, contesté, ringardisé même. Pourtant, les récents développements technologiques ont à peine affecté son succès. Au cours des 10 dernières années sont apparus successivement le smartphone, 2007, la tablette, 2010, qui se vendent annuellement l'un à plus d'1 milliard d'unités, l'autre à 250 millions d'exemplaires. Et cependant, la durée consacrée par la population à la télévision dans le monde entier a à peine changé, comme en Belgique du reste. Il est vrai que quand on évoque les chiffres de vente impressionnants des tablettes et smartphones, on oublie de rappeler qu'il s'écoule parallèlement plus de 250 millions de télévisions chaque année, toujours plus grandes, à la résolution toujours plus précise, et que ce renouvellement dure depuis plus de 50 ans. La résilience de la télévision tient certes à l'universalité sociologique qu'elle a créée, je m'en tiendrai surtout sur le plan publicitaire, à confirmer qu'il n'existe aujourd'hui aucun autre média qui soit installé au cœur de chaque cellule familiale, qui attire chaque jour un tel volume d'audience, pendant une telle durée, sur un écran d'une aussi grande dimension, avec un tel spectacle et une telle image de qualité. C'est parce qu'elle-même aussi surfe sur la technologie depuis plus de 50 ans que la télévision reste l'endroit des plus belles expériences visuelles, personne ne le conteste, pas même les fonctions swipe des nouveaux devices qui dirigent nos index vers le grand écran. On dit la télévision en péril. En août dernier, un coup de tonnerre a anéanti près de 50 milliards de dollars de valeur du secteur audiovisuel américain en 2 séances boursières. Un coup de semonce qui semblait signifier le début de la fin de la télévision. Le motif, un tassement du nombre d'abonnés aux États-Unis à la chaîne sportive ESPN, 3% de moins. Soyons clairs, avant de faire de mauvaises comparaisons, comprenons bien la démesure audiovisuelle américaine où l'envahissement publicitaire, jusqu'à 22 minutes par heure et le prix exorbitant de l'accès au câble, jusqu'à 150 $ par mois, finissent par user certains consommateurs. C'est d'ailleurs dans un tel contexte qu'il faut comprendre le succès fulgurant de Netflix. Netflix, c'est tout d'abord une excellente nouvelle, puisque c'est la réintégration du marché de l'achat ou de l'allocation des DVD dans l'écosystème de la télévision. C'est ensuite un succès d'opportunité. Une économie, c'est moins cher, du confort, c'est un touchpoint unique et intuitif, et de la tranquillité, c'est sans publicité. Que depuis son lancement, Netflix se soit déplacé vers les contenus premium n'est pas la raison de son succès, c'en est la conséquence. Le rejet de la saturation publicitaire et la capacité de disposer de contenus autrement, à moindre coût et mieux ciblés, sont à l'origine de ces nouveaux consommateurs américains agacés qu'on appelle les cord cutters, les coupeurs de cordon, qui viennent de faire trembler l'industrie, mais qu'il faut surtout comprendre comme une réponse aux excès américains. Nous en sommes bien loin en Europe. La télévision en Europe se porte bien, elle génère du cash et s'est remise en mouvement. Malgré un contexte de faible croissance publicitaire, je rappelle que nous sommes toujours dans une crise économique qui frappe la consommation quotidienne. Le premier semestre audiovisuel 2015 n'a rien de triste.
RTL Belgique a généré une marge opérationnelle de 17%, Medialand de 20%, quand même 6 d'ailleurs, dans un marché français toujours déprimé. Et si on regarde attentivement les chiffres du groupe RTL, nous pouvons faire ces 4 constats. Les revenus publicitaires de l'activité linéaire, en hausse de 4%, ils représentent encore la grande majorité du PNL. Les revenus de distribution, en croissance de 18%, constituent 5% à peine des revenus totaux, mais près d'un quart des profits. Quant aux revenus des activités digitales, en hausse de 94% par acquisition, ils atteignent 220 millions d'euros, soit bientôt 10% des revenus du groupe. Dernier constat, et non des moindres, avec près d'1 milliard d'euros de résultats opérationnels par an, une marge de 23%, le groupe germano-luxembourgeois et comme lui, d'autres groupes européens de télévision ont les moyens de financer leur futur, ce qui leur permet notamment d'acheter des positions stratégiques dans le nouveau monde de la vidéo digitale. Vu sous un autre angle, ce bulletin de santé nous dit également que le secteur qui vit depuis plus de 50 ans des budgets des annonceurs n'a pas d'autre alternative, qu'il faudrait que le groupe RTL multiplie par 18 ses revenus de distribution pour équilibrer ceux de la pub. Qu'au même rythme forcené d'acquisition et au même coût, le groupe RTL devrait débourser 2 milliards d'euros pour que son tout nouveau hub digital génère autant d'argent que la pub, sans garantie de profit. En imaginant un actionnaire désintéressé, ce qui n'existe pas, cela prendrait au moins 3 à 4 ans de l'ensemble des profits réinvestis. Je fais ces 2 observations pour bien vous faire comprendre que l'industrie de la télévision commerciale, que vous le vouliez ou non, que nous le voulions ou pas, est très loin de voir son centre de gravité et son modèle financier changer. There is no alternative. Les investissements des annonceurs sont et resteront pour longtemps encore le moteur principal de son écosystème. Alors, si la pub, en Europe, est le moteur de l'industrie du broadcast pour quelque temps encore, il est utile de se demander quelles sont les composantes de ce moteur, sur quoi ce marché s'articule-t-il. Ces fondamentaux, je vous le rappelle, sont le résultat de 3 contraintes. Un dispositif réglementaire strict, la directive européenne, le jeu de la concurrence, en Europe, entre le public et le privé, et 3, la demande publicitaire. Et les effets combinés de ces 3 contraintes se résument à un univers économique d'à peine 200 spots par jour. Soit la disponibilité publicitaire des écrans de prime time des chaînes leaders de chaque marché, qui sont partout au nombre de 2. RTL-RTB, VTM4, TF1 M6, Sat.1 RTL Pro7, RTL Hollande SBS6, etc. Certes, cette approche vous paraîtra réductrice, mais elle découle d'un constat simple. Ces 200 spots quotidiens représentent 80% des revenus de la télévision, 35% des marchés publicitaires. Ils sont les briques de la télé, le fondement de son efficacité. En combinaison, ils offrent ce qu'aucun autre média n'est capable d'apporter aux annonceurs, 45% de couverture nette pour 100 GRP, 60 pour 200, 70 pour 300, 80 pour 500, et tout cela en 5 jours. Dans notre monde du court terme, la télévision reste imbattable. On l'oublie trop souvent dans son souci d'apporter aux annonceurs la meilleure efficacité. Il y a bientôt 30 ans, la télévision a défini un standard et un écosystème d'audience qu'aucun autre média n'a jamais concurrencé. Cette audience publicitaire, l'AIP, est le résultat d'une formule qui associe le trafic et le temps. L'audience mesurée de vos spots, c'est le résultat du nombre de personnes qui l'ont vu, pondéré par la durée pendant laquelle elles l'ont vu. Cette définition très contraignante a fait ses preuves. Elle a mis d'accord pendant 30 ans l'ensemble des stakeholders et, sauf sa dimension statistique, reste incontestée. Dans son écosystème métrique, la télévision a également été généreuse. Seule la consommation en direct et au sein des ménages ont fait l'objet de mesures. Pour le reste, c'était cadeau. Je veux croire que l'univers de mesures dont chaque média se dote correspond à l'efficacité qu'il s'accorde. De la même manière pour les contrôles qu'on y exerce, pour la neutralité qu'on en exige et pour la sécurisation des transactions qui s'y déroulent. L'argent des annonceurs est trop précieux pour qu'on ne lui apporte pas en retour des garanties minimum. Personnellement, j'ai été élevé au biberon de ce modèle métrique et le moins qu'on puisse dire, c'est que je suis frappé des règles ad minima proposées par le Media Rating Council quand il définit le modèle métrique de l'Internet.
Ainsi, pour qu'une impression soit comptabilisée, il suffit qu'une moitié de surface de l'annonce ait été présente sur votre écran pendant 1 seconde. Pour que la vision de votre spot vidéo soit validée, il suffit que la moitié de la surface du lecteur soit apparue n'importe où sur l'écran pendant à peine 2 secondes. Dans un tel contexte, comment ne pas éviter la question de la visibilité? À ce titre, Google, le concierge de l'Internet, a sorti une étude en avril dernier qui a fait grand bruit et qui conclut que la visibilité moyenne des messages vidéo affichés sur Internet est de 50%, 1 sur 2, avec une dispersion des résultats, tenez-vous bien, allant de 0 à 88%. Que cette visibilité évolue en fonction de 2 variables, la taille du lecteur et l'emplacement sur l'écran. Et Google de conclure que pour avoir le meilleur rendement de leur publicité, les annonceurs devraient garder à l'esprit que plus le lecteur est grand et plus il est au centre de l'écran, plus la publicité sera efficace. Cela fait 30 ans que je partage cet avis. La sécurisation des transactions est un thème rémanent sur Internet. Une étude réalisée en décembre 2014 par la société White Ops, avec le concours de l'Association nationale des annonceurs américains, conclut qu'un peu plus de 15% des investissements sur Internet seraient détournés frauduleusement par des robots et que ce détournement financier représenterait jusqu'à 23% des vues. Enfin, ce n'est un secret pour personne, l'audience de l'Internet s'achète en libre service, elle se paye par un simple zip de carte de crédit. Je me demandais à cet égard quelle serait votre réaction si vous appreniez par la dernière heure ou le last news que plusieurs chaînes de télévision diffusent régulièrement les spots des annonceurs hors cadre ou amputent leur durée, qu'à l'insu du CIM et de GFK, un groupe de hackers aurait pris le contrôle de 400 audimètres et que des ménages panélisés peu scrupuleux vendent leur temps de vision au plus offrant. Sur un plan macroéconomique, nous devons rester attentifs et conscients des qualités intrinsèques et des défauts des écosystèmes respectifs de la télévision et de l'Internet. Certes, on peut se plaindre du manque de granularité des modèles statistiques de la télé et sourire en parlant de sociodémo, mais il faut se garder de verser dans l'angélisme au moment de vanter les vertus de l'écosystème de l'Internet. On parle de cord cutting aux États-Unis pour la télévision, mais que dire des 77 millions d'internautes européens qui se sont d'ores et déjà équipés de logiciels d'adblocage, d'adblocking. Une communauté qui grandit de façon inquiétante, plus 35% en 2015. Certes, en Belgique, elle ne représente que 12%, mais déjà 25% en Allemagne, avec une perte économique évaluée à plus de 40 milliards de dollars sur l'industrie. Enfin, même si elle s'efforce d'y répondre, l'industrie, la transparence et les vérifications des performances des acteurs de l'Internet par des opérateurs neutres restent un vrai chantier. Kellogg's, pour ne citer que cet annonceur, a cessé d'utiliser YouTube parce que cette dernière refuse tout contrôle. Il ne faut donc pas confondre vitesse et précipitation. Soyez un instant les Philippot, les Bossart, Van Thilo ou Paolini du marché télé. Pensez-vous à la lueur de ces constats qu'il soit raisonnable, aujourd'hui, d'envisager de sacrifier la valeur et le système métrique de ces 200 spots premium quotidiens sur lesquels repose votre industrie, votre activité, vos emplois, vos rentabilités et le plaisir de vos clients. De mettre en péril un écosystème construit à la satisfaction et au bénéfice de tous et un mécanisme transparent, efficace et prouvé, en l'intégrant dans un univers saturé, dégradé et encore en construction. Rappelons tout de même qu'après 10 ans d'existence, malgré 1 milliard de vues et de visiteurs et 240 milliards de vues par mois, 8 milliards par jour, YouTube n'est toujours pas profitable. Que son trafic s'est singulièrement accru lorsqu'elle a autorisé le zapping des spots de pub. Rappelons aussi qu'aucun des 20 multi-channel networks les plus populaires, les plus performants, qui génèrent chacun près d'1 milliard de vues par mois, 30 millions par jour, n'est actuellement rentable, que chacun d'entre eux réalise des chiffres d'affaires de l'ordre de 15 à 20 millions d'euros de revenus et qu'ils ont des noms comme Machinimia, Vevo, Broadband TV, Style All ou PewDiePie, des logos bien connus de nos consommateurs belges. Rappelons enfin qu'en admettant encore que les mesures d'audience soient comparables, là où la télévision commerciale en Belgique draine grosso modo 75 milliards de contacts par année, YouTube génère 2 à 3 milliards de vues. Rapporté à l'univers de la télévision, YouTube serait une chaîne 2 fois inférieure à Plug TV. Et enfin, soyons réalistes. En Belgique, sauf en télévision, il y a peu de chances qu'un jour un site puisse atteindre 1 milliard de vues belges par mois,
qu'il rassemble instantanément entre 1 et 35% d'audience et qu'il apporte 80% de couverture nette en 5 jours aux annonceurs. Mais cela dit, ce n'est pas la raison pour ne pas reconnaître que le marché change, qu'il est en mutation. Ce n'est pas la raison pour ne pas admettre et intégrer les apports d'efficacité des techniques et de données du web. Après tout, les pre-rolls, mid-rolls et post-rolls ne sont jamais qu'un autre vocabulaire pour une réalité d'écran publicitaire qui existe depuis 5 ans. Qui mieux que les chaînes de télévision et leurs régies en comprennent les ressorts? Et dans ce contexte, où va la télévision? En août dernier, le Chief Research Officer de CBS, David Poltrack, résumait bien la situation. Le mythe du déclin des audiences télé est globalement faux, sauf partiellement, le reconnaît-il, auprès des jeunes. Ce qui est vrai par contre, c'est que l'audience live diminue. Pas l'audience totale, qui elle augmente. Mais là où l'exploitation économique de la télévision linéaire est maîtrisée depuis 35 ans, mesurée et partagée, celle des nouveaux modes de consommation, en revanche, ne l'est pas encore. La télévision live, consommée de façon linéaire, est-elle en train de mourir? Non. Il lui suffirait de changer les règles et de déplacer le curseur du temps pour élargir son offre vers les téléspectateurs et augmenter ses inventaires commerciaux vers les annonceurs. Et cela, soit au sein de l'écosystème TV actuel, soit dans un nouvel écosystème, intégrant des fonctions comparables à celles utilisées par l'Internet, un environnement que la distribution rend désormais exploitable. Le futur de la télévision doit se construire en 2 temps. Parallèlement à l'offre linéaire, la télévision doit agrandir sa fenêtre d'exploitation de programmes à minimum 7 jours. J'ai écrit que l'arrivée de Netflix était le début d'autre chose. En fait, cette autre chose, c'est le début d'une autre navigation dans les programmes de télé. Une autre manière de choisir et de consommer. Même s'ils ne sont pas près de disparaître, les EPG perdent leur rôle de portiers exclusifs. Cette émancipation de la ligne du temps va augmenter la consommation des programmes. Faisons ensemble ce calcul et ces constats. Un téléspectateur moyen regarde 50 programmes par semaine, plus ou moins 7 par jour. Chaque soir, il dispose d'une offre linéaire de 35 programmes pour les 6 à 8 chaînes qui forment son univers. Zapper devient énervant après 10 clics et on en conclut très souvent qu'il n'y a jamais rien à la télévision. Dans cette journée de télévision, par contre, il y a un peu plus de 1000 programmes. Certes, pas tous intéressants pour chacun d'entre nous. En soustrayant les doublons, il reste 700 émissions. Si seulement 10% de ces programmes que nous n'avons pas eu l'occasion de voir se révélaient intéressants, il y aurait chaque semaine de contenter 3 fois notre temps de consommation. Paradoxalement, alors qu'elle semble s'appauvrir instantanément, la télévision sacrifie sa plus grande richesse sur l'autel du monde linéaire. Il faut qu'elle change. J'ai fait un rapide calcul et un rapide exercice sur le programme de prime time de 10 chaînes francophones. En rendant disponible en permanence 7 jours d'émission, le service OTT qu'elles proposeraient ensemble, parallèlement au service linéaire, compterait sur 7 jours mobiles 26 journaux et magazines d'information, 60 épisodes de séries, 40 films, 35 émissions de jeux et d'entertainment, 40 magazines, 25 documentaires, 15 programmes sportifs et 20 émissions de réalité. Il existe donc tout juste à la périphérie de la télévision, parallèlement à son offre, un gisement de programmes utiles 3 fois supérieur à son rayonnement actuel, de quoi mieux satisfaire les téléspectateurs, les annonceurs et repousser les assauts des services OTT. En Belgique, tout particulièrement où le marché des broadcasters et des distributeurs est concentré, cet enrichissement de l'offre est à portée d'une réunion. Il suffit qu'ensemble nos diffuseurs acceptent d'élaborer un système et un écosystème partagé, incluant un mécanisme publicitaire enrichi d'un système de monitoring et d'exploitation des données. Les éditeurs de chaînes doivent rassembler leurs contenus et leurs offres commerciales sur des plateformes premium, communes et partagées. On oublie trop souvent ce qui a fait la richesse de la télévision. Certes, il s'agit de l'offre de programme, il s'agit de l'intérêt des grilles, de la créativité, etc. Mais plus fondamentalement, la télévision s'est solidifiée autour d'un lecteur commun, l'écran, et autour d'un système de navigation simplifié et standardisé, la télécommande. Zapper, c'est facile, mais même si on zappe, on reste en télévision. Imagineriez-vous aujourd'hui encore que chaque émetteur développe un standard d'image différent, ou que le choix des programmes nécessite une navigation ou une télécommande spécifique pour VTM et une autre pour VIR?
L'intérêt d'un touchpoint commun. En Belgique, on sait tous ça, c'est l'effet de la rue des Bouchers. Un quartier où, à l'origine, les vitrines concurrentes se succédaient, mais où vous étiez toujours sûr de trouver les meilleures pièces de viande. Ça fait 50 ans que la télévision est la rue des Bouchers. Un modèle imparable, puisqu'avant d'envisager de passer au poisson, il vous reste toute la rue pour satisfaire vos envies. Mais bizarrement, que voit-on aujourd'hui? Chaque chaîne développe son app exclusive, sa propre navigation. Aujourd'hui, trouver les images de 2 journaux de chaînes de télévision concurrentes nécessite une pression sur la télécommande, mais au minimum 25 clics entre 2 sites web. Là où les chaînes se renforçaient mutuellement, par leur proximité sur l'écran de la télé, elles s'affaiblissent sur le web. Là où elles s'échangeaient leurs téléspectateurs déçus ou impatients en télévision, elles les dispersent et les éparpillent sur Internet, au grand bonheur des moteurs, des DSP, des ad exchanges. Certes, chaque opérateur doit avoir sa vitrine, mais comme ce fut le cas dans de nombreux secteurs avant elles, c'est dans l'agrégation de leurs contenus et de leurs offres commerciales, sur des plateformes syndiquées, sur des touchpoints communs, que les télés seront capables de maintenir la puissance et l'universalité de leurs médias, et ce tant vis-à-vis des consommateurs que des annonceurs. Il faut continuer à promouvoir la rue de la télé, celle de ses contenus, celle de ses écrans, de ses pre-rolls, mid-rolls et post-rolls. Pourquoi élaborer un tel système? Tout d'abord parce que c'est l'intérêt de tous. C'est sur le grand écran que l'audiovisuel est le plus spectaculaire, que les chaînes de télé y réunissent 80% du trafic, que le modèle linéaire y est le moins contesté, que la pub y est la plus efficace et que la valeur commerciale des espaces y reste la plus importante. En syndiquant l'offre et en préservant la navigation, les besoins des téléspectateurs seront mieux satisfaits, les tentations de l'OTT seront repoussées, la consommation des programmes télé augmentera et avec elle les inventaires commerciaux. Ensuite, parce que l'hybridation de l'écosystème entre distributeurs et éditeurs permettra d'apporter à la télévision, en plus de sa puissance de frappe, ce qu'on lui reproche principalement aujourd'hui, un mécanisme d'identification avec le consommateur et une capacité de ciblage plus fine encore. Et je parle ici de targeted advertising, mais aussi de targeted programming. Cette télévision-là, elle est en train de se mettre en marche. Des business cases et des exemples de nouvelles exploitations se créent en Belgique comme à l'étranger. Ainsi, l'exploitation commerciale de la catch-up à J+4 aux États-Unis fait-elle d'ores et déjà l'objet d'une offre commerciale renouvelée? En d'autres mots, la publicité linéaire reste collée au flux de la télévision jusqu'à 3 jours après diffusion. Au 4e jour, un nouveau marché commercial s'ouvre et de nouveaux spots apparaissent. En Allemagne, les groupes RTL et ProSiebenSat.1 viennent de lancer, à 3 mois d'intervalle, leur première fenêtre de publicité régionale. Pas des fenêtres virtuelles, comme nous les pratiquons en Belgique depuis 30 ans. Il s'agit ici de vraies fenêtres avec de vraies découpes géographiques mises en place avec le concours des réseaux de distribution. En Belgique, même si elle paraît rudimentaire, la technique du freeze publicitaire proposée conjointement par Telenet et SBS lors des pauses programmes est aussi un premier pas vers l'exploitation matricielle des capacités de distribution et celle des contenus, avec bientôt l'apport d'analytics. Parallèlement à ces sites de catch-up et le récent redéploiement de Stevie vers le modèle OTT, Medialan, avec Freewheel notamment, met en place les conditions structurelles de nouvelles exploitations de la télévision. Et puis, faut-il le rappeler, l'annonce faite par Telenet au symposium GRP du 22 septembre dernier de lancer le targeted advertising sur son réseau au cours du premier semestre 2016, pendant que Proximus confirme être entré en phase de test avec Freewheel également pour déterminer les business models du futur. Les écosystèmes de la distribution et de l'édition se rapprochent, mais s'ils veulent maintenir leur prédominance tant vis-à-vis des téléspectateurs que des annonceurs, les deux acteurs doivent mettre en œuvre, ensemble et rapidement, des accès unifiés, des navigations simplifiées et un système métrique enrichi. La publicité ciblée à la télévision, elle existe déjà, elle s'appelle AdSmart. Elle est exploitée depuis 2 ans par le groupe anglais Sky. AdSmart permet l'adressage de publicités ciblées par foyer en insertion directe dans le live feed des programmes de télévision. Ce système est né dans le groupe Sky, une société qui est à la fois éditeur et distributeur, et broadcaster.
pour qui la mutualisation des moyens est une évidence, sans provoquer de débat schizophrénique entre les deux métiers de la chaîne de valeur. Car il est bien question d'un partage de responsabilités, de rôles et de revenus entre celui qui édite et celui qui distribue, entre celui qui sélectionne et celui qui assure la transaction, sans compter la propriété des données et la capacité d'en autoriser l'exploitation ou le transfert vers les annonceurs, voire le mélange avec leur propre big data. AdSmart montre que le targeted advertising à la télévision est possible, exploitable et efficace. Même si les investissements sont lourds, il crée de nouveaux modèles d'achat et de vente et préserve, voire augmente la valeur de l'efficacité du média. En outre, en déterminant que l'audience du spot est validée dès que 75% de sa durée est vue, AdSmart rapproche la valeur de la publicité ciblée à la télé de celle du GRP et désamorce le débat sur la viewability. Et enfin, AdSmart permet de relier les univers de la télévision, de l'Internet et des big data. Alors, sur quelle plateforme et avec quels outils faut-il se préparer à acheter et vendre de la télévision? Faut-il intégrer les techniques du programmatic buying? Avant de parler de programmatique, je pense qu'il est utile de recadrer le débat et de bien comprendre l'origine de ce qu'on présente aujourd'hui comme une déferlante ou comme le modèle de demain. Tout d'abord, j'imagine que les médias et les annonceurs, au moins, seront d'accord pour dire que le programmatique n'est pas une finalité, c'est seulement une conséquence. Depuis 30 ans, la télévision s'inscrit dans un marché de l'offre qui s'est organisé avec des outils développés par les vendeurs. En revanche, le marché de l'Internet est en état de suroffre endémique, trop d'inventaire, trop de formats et trop de combinaisons. Cette différence de contexte à elle seule a favorisé l'émergence de nouveaux acteurs dans le buy-sell process. Des acteurs qui sont légitimes, certes, mais qui profitent de la dispersion des vendeurs et de l'opacité des inventeurs pour s'imposer, et avec eux, leurs conditions et leurs modèles. Les ad exchanges, les SSP, les DSP et l'ensemble des équipementiers, la plupart américains, qui gravitent autour du marché de l'Internet, s'en sont également appropriés l'organisation et une partie substantielle des revenus. Rien de bien neuf sous le soleil, j'ai retenu que lors de la ruée vers l'or, seuls les vendeurs de pelles se sont enrichis. Il ne m'appartient pas de remettre en cause cette nouvelle organisation, mais il me paraît important d'en mesurer la pertinence et l'écoute et d'en vérifier l'intérêt pour la télévision. N'oublions pas que cette dernière se négocie sur des plateformes électroniques de vente depuis bientôt 30 ans, que les transaction fees sont faibles, voire inexistants, et que la chaîne de valeur est assurée par des outils professionnels. 200 spots et même 300 000 spots au total par an doivent-ils rejoindre le grand bazar? Doivent-ils aller se perdre dans la masse des inventaires et dans celle du vrac? Le programmatique n'a rien de neuf. Il y a 20 ans, nous appelions ça des moteurs d'optimisation intégrés. Et ce qui est frappant, c'est de constater que le marché a toujours refusé de les utiliser, en télé du moins. Je m'interroge donc sur les raisons pour lesquelles ce concept est appelé de tous ses voeux par les annonceurs et les agences médias aujourd'hui, quand on parle de digital, et qu'il n'intéresse personne quand on évoque la télévision. Et si ce n'est pas une question d'efficacité, serait-ce alors un simple jeu de rapport de force et de prix des médias? Si c'est le cas, je dirais que je me méfie de ce qui est présenté comme le bonheur pour tous. Aux annonceurs, le programmatique permet de toucher le bon prospect au bon moment et au bon prix. Aux agences, il apporte économie et rationalisation, voire une opportunité de continuer à rentabiliser leurs influences. Aux médias qui s'y prêtent, il augmente la taille du marché tout en laissant le libre choix de l'ampleur des inventaires commercialisés et des prix planchers. Mais there is no free lunch. Pour les nouveaux intermédiaires, le programmatique garantit un fee à chaque transaction. Que celle-ci soit bonne ou mauvaise, premium ou en vrac, bien ou mal diffusée, qu'elle satisfasse ou non les acheteurs ou les vendeurs. Et déjà, à peine utilisés, des constats sont inquiétants. Une étude conduite par la société Meetrix en France, en Allemagne et au Royaume-Uni au premier semestre 2015, conclut que la visibilité des campagnes display diminue proportionnellement avec l'augmentation de l'utilisation du programmatique. Ainsi, en Angleterre, où cette technique s'est développée plus rapidement, la visibilité moyenne des campagnes aurait baissé au taux moyen de 45%, contre 64 et 62 en Allemagne et en France. Faut-il conclure pour autant
que le programmatique et ses nouvelles techniques n'apportent pas forcément des résultats probants ou attendus, il est certainement trop tôt pour se prononcer et je ne doute pas des miracles de l'intelligence artificielle. Mais pour ce qui me concerne, à court terme, ma religion est faite. Faut-il ouvrir la télévision au programmatique? Peut-être. Rapidement, j'en doute. Sur toutes les plateformes, certainement pas, et je pense que là réside un enjeu majeur pour les médias. Il est temps que ces derniers reprennent une partie du contrôle du processus de vente qu'ils ont abandonné aux mains de tiers opérateurs qui n'ont de légitimité que la technologie. Faut-il revoir le processus d'achat, vente de la télévision? Pourquoi pas? Pourquoi d'ailleurs ne pas tout d'abord simplifier le processus actuel et commencer par fusionner les différents systèmes de réservation? Ensuite, enrichir cette plateforme avec les nouveaux inventaires digitaux que la télévision est à la veille d'apporter, et enfin y accueillir les inventaires premium d'autres médias. Après tout, l'ampleur, l'opacité et la commoditisation des inventaires publicitaires mondiaux sont désormais suffisantes pour que ce magma fasse l'objet d'une segmentation entre premium et low cost, entre médias qualitatifs et médias ubérisés. Ce qui me ramène aux fondamentaux de la télévision, 200 spots quotidiens que personne ne souhaite voir disparaître et qui m'inspirent 3 jeux de conclusion et un pari. La télévision est et reste le média de l'efficacité. 100% de son écran vous appartient. En Europe, son offre est réduite et comptée. Sa valeur est reconnue et son écran est plus beau à regarder chaque jour. Elle continue à s'inviter au centre de la cellule familiale, sa navigation est simple et universelle, elle reste le plus grand partenaire de la publicité qu'elle magnifie. Son futur est brillant. En plus de sa puissance instantanée, elle est à la veille de s'émanciper de la ligne du temps et d'accroître son offre vers les consommateurs et les annonceurs. Elle va bientôt se régénérer, intégrer les nouvelles technologies de l'adressage, tant en termes de contenu que de commercialisation. Elle qui réunit 95% de la population et qui satisfait un quart du temps éveillé de la population, va aussi pouvoir tisser des relations interpersonnelles. La télévision et les annonceurs, c'est une relation intime, un partage d'intérêts communs depuis 50 ans. Il n'y a pas d'alternative. La télévision est le seul média qui a été et qui reste celui où les messages des annonceurs se consomment dans les meilleures conditions de réceptivité et d'efficacité. C'est cette caractéristique qui fait que tous les nouveaux services OTT, sans exception, rivalisent d'intelligence et d'algorithmes pour essayer de reproduire son modèle linéaire. Certes, la relation télé-annonceur subit les effets du temps, mais rappelons que si l'écosystème de la télé n'est pas au plus parfait, celui de l'Internet n'est pas aussi optimal qu'on veut bien le décrire. Par contre, sachant l'efficacité de la télévision, et dès lors que ses fonctions de distribution s'activent et se ramifient, elle s'apprête une fois de plus à rebondir et à vous offrir et à vous apporter le meilleur de son efficacité. Et plutôt que d'attendre devant les guichets d'achat de l'Internet, en passant par des guichets génériques, je pense que l'industrie de la télévision doit offrir une fast lane, un tapis rouge pour ses clients, les annonceurs. Quant à notre petit marché, je formule un pari et quelques hypothèses. Nos consommateurs généreront-ils un jour plusieurs milliards de vues mensuelles sur quelques sites locaux? Non. Le programmatique est-il l'avenir de la publicité télé? Non, en tout cas pas sur des plateformes ouvertes. Le processus buy-sell de la télévision doit-il changer? Oui, en se simplifiant et en rassemblant les offres premium des médias historiques. La télévision restera-t-elle un média dominant? Oui, si elle continue à enrichir ses contenus, qu'elle évite de se disperser, qu'elle syndique ses apps ou se syndique sous une app universelle et qu'elle reste aisément accessible à travers ses gros touchpoints. C'est pour toutes ces raisons que je pense que nous n'avons pas fini de haïr la télévision.